Oui, le parcours de Michel Lebris est tout à fait intéressant pour comprendre ce qui s'est passé en Bretagne à partir des années 60, car Michel Lebris, qui était un étudiant brillant, qui a fait HEC et qui était devenu un leader politique et un écrivain intéressé par la littérature de qualité. Il a été de tendance révolutionnaire, donc il se disait révolutionnaire, communiste. Il a été directeur de La Cause du Peuple. La Cause du Peuple, qui était le journal de la gauche prolétarienne, donc maoïste, et un révolutionnaire, mais qui était pourtant l'ennemi, un ennemi du mouvement de libération breton, qu'on appelle l'Emzao, hein, qui est l'Emzao recherchant à créer depuis près de 200 ans une structure étatique bretonnante pour libérer le peuple de Bretagne de la mainmise de la République centraliste jacobine depuis ce qu'on appelle la Révolution française. Et Michel Lebris, qui est un Léonard d'origine, il était né à Plouganou, près de Morlaix, hein, il est décédé près de Saint-Malo, je crois, du moins en Ille-et-Vilaine, a eu ce parcours pseudo-révolutionnaire, je dis bien pseudo, parce que c'était plus ou moins religieux. Hein, j'ai moi-même participé à des collages avec lui, des collages d'affiches dans le quartier latin, avec Jospin, par exemple, qui lui était plutôt trotskiste. Hein, nous nous retrouvions à la librairie La Vieille Taupe, rue des Fossés Saint-Jacques, dirigée par un ami, Pierre Guillaume. Moi, je tiens à dire tout de suite que Michel Lebris était un camarade, donc il y a 50 ans, occasionnellement, mais n'était pas un ami, puisqu'il était ennemi du mouvement bretonnant, ce qui est intéressant, car c'est tout à fait révélateur du complexe du colonisé, hein, du breton né à la campagne et qui a subi les sarcasmes de, du breton plouc par le système politique jacobin. Et Michel Lebris s'en est sorti, mais il a toujours eu ce comportement de breton soumis au pouvoir parisien, et il a toujours rêvé de devenir une espèce de vedette dans tout Paris, et du moins dans les années 70-80, dans le Paris mondain. Hein. Et ensuite, il s'est replié sur Saint-Malo, où il a créé son festival pour les écrivains qui s'appelait Étonnant Voyageur. Hein. Et c'est à cette époque qu'il s'est permis la liberté d'insulter Ropard-Zémond, hein, en traitant Ropard-Zémond de salaud et de con, parce que Ropard-Zémond avait déclaré que dans les années 40, au moment de l'invasion allemande en Bretagne, quand le pouvoir dominant impérialiste avait changé, qu'il avait soufflé un vent de liberté sur la Bretagne. Donc, ce qui était absolument impensable pour Michel Lebris, soumis à l'ordre français et jacobin issu du gaullisme dans la Ve République. Pour Michel Lebris, tout ce qui était libération de la Bretagne est favorable à une république fédérale
française réenracinée était insupportable. Comment les gens d'extrême gauche comme Michel Lebris se sont retrouvés les harkis au service du pouvoir parisien, sous le prétexte de vocation artistique, littéraire, après avoir été des militants politiques religieux. Je dis religieux parce que à cette époque, il fallait être du côté du bien, et le bien avait été désigné comme étant l'extrême gauche. C'était l'époque du maoïsme, du trotskisme, etc. Et la très sainte triade du Père, du Fils et du Saint-Esprit avait été remplacée par Marx, Lénine, Mao, qui était le slogan de la gauche prolétarienne. Mais en fait, très souvent, d'ailleurs, c'était des gars qui avaient commencé leurs études dans des collèges et des lycées de jésuites en Bretagne. En fait, très souvent, ils avaient remplacé leur petit livre d'évangile par le petit livre rouge de Mao. Ça, c'est amusant. C'est amusant. C'était qu'on appelle en breton une trousse placadure, c'est-à-dire un remplacement, quoi. Ce qu'on peut appeler un transfert, une copie ou une contrefaçon. Et c'était plus, à mon avis, c'était plus politique, mais plutôt psychiatrique, sinon théologique. C'était aussi Che Guevara, Ho Chi Minh, les grandes messes dans les défilés qui rappelaient les pardons de Bretagne, dans l'église catholique, dans les rues de Paris lors des manifestations. Ça, j'ai vécu ça très souvent, du quartier latin aux Invalides, en passant par le quartier Montparnasse. Il est à noter d'ailleurs que ces slogans religieux qui remplaçaient la Trinité dans le catholicisme romain ont été aussi ceux du travail, famille, patrie, ein Volk, ein Reich, ein Führer, liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que quand Michel Lebris critique la déclaration très juste de Ropard-Zémond, qu'il avait soufflé un vent de liberté en Bretagne, Ropard-Zémond parlait de la langue bretonne sur laquelle il travaillait depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, la langue bretonne, celle du peuple, de Michel Lebris, qui travaillait pour la cause du peuple, en oubliant la cause de son propre peuple, comme beaucoup de colonisés soumis et complexés à genoux devant leur maître, il oubliait de dire de quelle liberté on parlait. Parce que, effectivement, la liberté dans la trinité de la République jacobine, avec un grand L, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. C'est un concept général, mais qui ne précise pas de quelle liberté on parle, et qui justement a supprimé les libertés qui existaient avant la Révolution française. Enfin, le coup d'État bourgeois dit Révolution française. La liberté, ça veut dire quoi? C'est comme, il faut préciser, c'est comme la nourriture. De quelle nourriture on parle? Effectivement, les gens ont besoin de liberté, ont besoin de nourriture, mais il faudrait préciser de quel plat on parle et de quelle liberté on parle. La liberté de faire l'amour, la liberté de travailler, la liberté de voyager, de quelle liberté on parle? Effectivement, Ropard-Zémond parlait de la liberté d'enseigner le breton, ce qui s'est passé dans les années 40 dans les écoles. Parce qu'il ne faut pas oublier que la liberté, avec un grand L, la liberté abstraite, supprimant les libertés concrètes, a consisté aussi en 1914 à mobiliser des centaines de milliers de jeunes Bretons pour les envoyer comme des moutons à l'abattoir, et a produit 240 000 cadavres au nom de la liberté, alors qu'ils auraient été
bien mieux chez eux pour profiter des libertés qui étaient celles de la Bretagne avant le coup d'État jacobin. Mais ensuite, Michel Lebris, comme beaucoup de gens de gauche, d'extrême gauche, disons révolutionnaires en Bretagne, s'est replié sur le libéralisme. Hein, parce que, comme beaucoup de trotskistes qui sont devenus les nouveaux conservateurs à New York, après avoir été anti-américains à l'époque de la guerre du Vietnam, comme moi-même, mais moi je suis resté anti-américain. Je ne suis pas devenu pro-banquier du Fed à Manhattan et à Wall Street. Comment les libertés abolies au nom de la liberté ont donné ce mouvement d'extrême gauche trotskiste ou maoïste qui est maintenant du côté du capitalisme mondial, de la finance internationale, après avoir été anticapitaliste, soi-disant. Mais ça, c'est tout à fait emblématique du gauchisme devenu libéralisme, parce que dans le libéralisme étant fondé sur l'individualisme, c'est comme on le dit aussi maintenant, le tout à l'ego, hein, c'est l'égoïsme total du chacun pour soi, et ces gens, ça me rappelle une chose, c'est mon grand-père maternel qui était un compagnon chaudronnier, parlait de ce qui était gauche pour désigner ce qui était tordu. Et les gens d'extrême gauche que j'ai connus dans les années 70, hein, puisque j'en étais très proche, jusqu'en 75, étaient surtout extrêmement tordus. Et ils l'ont prouvé par la suite, car ces gens n'étaient pas fidèles. Hein. Très souvent, d'ailleurs, quand ils étaient mariés, ils n'étaient pas fidèles à leurs épouses, mais ils n'étaient pas fidèles à leurs idées, hein, comme ils n'étaient pas fidèles à leurs amis. Hein. Ce n'étaient pas des gens loyaux, hein. Ce n'étaient pas des gens droits. C'est pour ça qu'ils reprochaient aux gens droits, souvent loyaux et fidèles, hein, dans l'honneur, hein, il est taxé d'extrême droite. Ah oui, mais bon, vaut mieux être extrêmement droit, finalement, qu'extrêmement tordu. Ça, c'est ce que j'ai connu dans tous ces milieux, hein, de soi-disant révolutionnaires de l'époque, et qui n'étaient révolutionnaires que lorsque ça les arrangeait, mais quand ils devaient prendre position en faveur de leur propre peuple, hein, c'est-à-dire en faveur de la cause des peuples au pluriel, hein, là ils restaient très fidèles à l'impérialisme qu'ils condamnaient auparavant. Hein. Michel Lebris, il faut noter qu'il a quand même été pro-occitan à une époque. Je me souviens, il est intervenu en faveur, à l'époque, du Larzac. Hein, on parlait beaucoup de l'occupation du Larzac. Hein, c'était une occupation des marginaux, des hippies, etc., à l'époque, contre l'armée. Ça, c'était un bon point pour lui. Mais ensuite, donc, il s'est replié sur la littérature. C'était un bon écrivain français, hein, puisqu'il était un breton fidèle au sens provincial, hein, et non pas au sens national. Hein, ce n'était pas un fédéraliste, hein, pour l'autonomie des peuples de France, c'était un provincialisme, hein, qui, en fait, travaillait en faveur de son pays, un pro-vaincu, c'est-à-dire provincial, c'est-à-dire un soumis à la capitale centraliste. Hein, comme beaucoup, il a fait carrière, hein, en collaborant avec le système actuel, lequel système prouve son efficacité aujourd'hui, hein, puisque la France est au bord du désastre. Ça, c'est pour ça que je lui disais, quand il est passé à Kervries, il y a 2 ou 3 ans, que son festival Étonnant Voyageur, hein, je lui demandais si c'était pas le festival du déconnant voyageur. Comment
Une chose qu'il a faite intéressante quand même, c'est quand il s'est occupé du festival et des expositions culturelles à l'abbaye de Landévennec à Daoulas. Là, il a organisé des expos sur les Indiens, sur les Dogons aussi, je crois, africains, etc. Et pour rééquilibrer culturellement, il a fait une très bonne expo sur les Vikings. Oui, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entrer en contact avec lui à Montparnasse, quand il venait, parce qu'il était resté en lien avec Jean-Paul Sartre. Ça, c'était à la fin des années 1970, quand j'habitais rue de la Gaîté. Bon, c'était la cocotte minute à l'époque Montparnasse et de Garquinet jusqu'à la coupole où j'exposais régulièrement, hein, ainsi qu'au Select, au module, etc. Et on pouvait rencontrer de nombreuses personnes et discuter aux terrasses des bistrots comme au Celtic, à la Liberté, au Raspail Vert, hein, au coin du boulevard Raspail et du boulevard Edgar Quinet, où se retrouvait Jean-Paul Sartre presque quotidiennement. Oui, Michel Lebris, ben, finalement, Lebris, il portait bien son nom, puisque Lebris signifie le bigarré. Le bigarré, le, le métis, en fait. Bon, le coloré de différentes façons. Et en fait, comme tous les Bretons provincialistes soumis à leur bon maître, et qui est très ambigu politiquement, quoi. Oui, je parle de bon maître ou de mauvais maître. Oui, je dirais que ceux qui sont apparus comme des maîtres d'extrême gauche en Bretagne dans les années 60-70 étaient des mauvais maîtres, en fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu beaucoup de disciples. Il n'est pas étonnant que Ropard-Zemont ait pu déclarer qu'il y a eu un vent de liberté dans les années 40 en Bretagne, puisque on pouvait enseigner le breton alors que l'État jacobin l'avait interdit. Il ne faut pas oublier que dans les écoles de la République jacobine, on persécutait les enfants dans les écoles en leur mettant un caillou dans la bouche quand ils avaient parlé breton à l'intérieur dans l'enceinte de l'école, et qu'on les incitait à la délation, en dépit de toutes les règles d'hygiène, hein, à dénoncer un de leurs camarades pour se débarrasser du caillou qu'ils avaient dans la bouche et le mettre dans la bouche du camarade qu'ils avaient dénoncé, hein, où on leur mettait un sabot autour du cou pour leur faire honte d'utiliser la langue de leurs parents et de leurs ancêtres. Hein. Et ce qui les traumatisait à vie d'ailleurs, car ils avaient tendance à considérer comme des arriérés débiles dégénérés leurs propres parents et grands-parents. Donc cette ambiance de complexer dans les campagnes, hein, a donné des gens extrêmement soumis à ce qu'ils considéraient comme supérieurs. Hein, on a retrouvé ce comportement aussi chez les Maghrébins et les Africains noirs à une époque, hein, victimes de la République jacobine, et non pas de la France, parce que la vraie France a été aussi elle-même victime de ce système, hein, de la Corse à la Bretagne, de la Bretagne à l'Alsace, de l'Alsace à l'Occitanie, hein, ne l'oublions pas, en passant par la Bourgogne et autres régions qui ont été lessivées de leur propre culture par le système centraliste. Et ensuite, ces Bretons de grande qualité sont devenus des collaborateurs, des collabos intenses et très zélés du système dominant. Et il est particulièrement piquant de relever les déclarations de gens comme Michel Lebris, hein,
traitant de salauds et de cons un grand maître de la langue bretonne moderne comme Ropar-Zémond, qui lui est resté fidèle à l'idéal qui était le sien depuis son enfance, c'est-à-dire la renaissance de la culture celtique, de la langue bretonne, qui a été persécutée et même assassinée par la République jacobine. Et effectivement, il y a eu un vent de liberté en Bretagne par rapport à la langue bretonne, parce que Hitler a copié le système jacobin pour organiser l'Allemagne du Troisième Reich, mais il n'a pas osé aller si loin que Napoléon, son alter ego, puisqu'il a gardé les régions d'Allemagne en nommant des préfets, c'est-à-dire des Gauleiter, dans les régions en Allemagne, alors que sous la Révolution et sous Napoléon, ces identités des pays de la vraie France ont été reniées, et à cet effet ont été créés des départements. C'est-à-dire qu'un Vantais s'est retrouvé morbihanais et un Trégorois costarmoricain. Voilà. Et les Léonard de ma famille se sont retrouvés nord-finistériens. Ce qui était complètement farfelu. Mais c'était le moyen trouvé pour déraciner toute conscience locale, tout localisme, comme on dit maintenant, et toute aspiration au fédéralisme d'une France vraiment démocratique. Ça, c'est ce que ne pouvaient pas comprendre les révolutionnaires maoïstes du système qui prenait comme modèle le totalitarisme chinois, qui existe toujours, puisque les Chinois n'ont fait qu'avec Mao Zedong que copier le système jacobin en Chine. C'est un système très centralisé. Et c'est amusant de constater comment les colonisés complexés, reniant leur origine, comme Napoléon ou comme Staline. Staline était un Géorgien d'origine, et il avait quasiment la haine de son pays. Et il était comme on le sait, on ne va pas refaire l'histoire de Staline, mais pour un totalitarisme absolu de Moscou sur l'Union soviétique. Bien que l'Union soviétique, où j'ai voyagé en 1973, j'ai pu constater que les soviétiques étaient de citoyenneté soviétique et de nationalité géorgienne, ouzbek, etc. C'est-à-dire que le totalitarisme communiste de Staline n'a pas été aussi loin que le totalitarisme du jacobinisme. Il respectait les identités qu'il dominait. Ce qui est amusant et tout à fait emblématique, c'est que Michel Lebris a été décoré non seulement, ce qui est très bien, de chevalier des arts et des lettres, mais aussi il était chevalier de la Légion d'honneur, c'est-à-dire un titre, une récompense qui a été créée par Napoléon. Donc, on ne peut pas dire qu'il était révolutionnaire à ce moment-là, quand il en a fait la demande. Le mythe du sauveur, qui vient d'une parodie du christianisme, nous a donné, après Adolf Hitler, Mao Zedong, Staline, Mussolini, Charles de Gaulle ou Che Guevara, c'est toujours l'expression hystérique et non pas historique de ceux qui sont incapables de penser par eux-mêmes. C'est ainsi que Ropar-Zémond avait été traité de salaud et de con par Michel Lebris. Moi, j'avais eu le privilège de le rencontrer une fois très brièvement, à Blessington en Irlande, durant l'été 1973. Ropar-Zémond était un homme droit et libre, un dissident très fidèle et loyal, avec le sens du devoir, au service de son idéal. Ce n'était pas un intellectuel tordu, qui trouve toujours une bonne excuse idéologique pour trahir.
en s'isolant dans un individualisme pour noircir du papier en méprisant tous les autres. Pierrette Kermoal a très bien décrit l'homme de feu, baptisé Ropard Zémond, incarné dans la personnalité physique de M. Louis Nemo, dans son livre en breton moderne, Ropard Zémond, une Enetan, une âme de feu, mais chacun défend les siens. Ropard Zémond fut un grand écrivain, un des créateurs du breton moderne. Pour l'État Braise, Michel Lebris, à l'opposé, était un très bon écrivain français provincialiste au service de l'État jacobin en Bretagne. Ropard Zémond et Michel Lebris sont les symboles de deux choix historiques opposés. Ropard Zémond, contrairement à Michel Lebris, n'a pas eu d'activité politique, mais uniquement une activité artistique, linguistique. Si Ropard Zémond a offusqué les jeunes séminaristes soumis à la religion du jacobinisme totalitaire en parlant d'un vent de liberté dans les années 1940, c'est parce qu'il n'avait fait que constater objectivement que le nouvel occupant ne persécutait pas la langue bretonne qui était malheureusement interdite auparavant par l'occupant jacobin. De plus, il est amusant de constater que Ropard Zémond n'a pas été décoré de la Croix de Fer, mais Michel Lebris a été décoré pour avoir été fidèle à l'État jacobin, et non pas à la vraie France qu'il détruit. Cet État massacreur l'a décoré de l'équivalent de la Croix de Fer, à savoir la Légion d'honneur, créée par Napoléon Ier. Ce qui a le grand mérite de nous éclairer sur la complaisance du jacobinisme pour le maoïsme et tous les totalitarismes, puisqu'il a inspiré tous les pseudo-révolutionnaires qui sont nés après la Révolution française, puisqu'elle a servi d'exemple et de sujet d'étude à Karl Marx au XIXe siècle, et ensuite à Lénine, Trotsky, Mao Zedong, Ho Chi Minh et autres matérialistes. Tous ces gens qui ont d'ailleurs vécu à Paris et en France pour leur initiation à l'égalitarisme dit de gauche, opposé au libéralisme dit de droite. Ces deux coins de la base du triangle liberté, égalité, fraternité, qui se manifestent depuis 230 ans dans le dualisme manichéen gauche-droite, sont générateurs de tous les malades mentaux hémiplégiques politiques, gauche-droite de la décadence, provoqués par la séparativité et entretenus par le matérialisme et les banquiers. Contre le troisième angle supérieur et positif du triangle, qui n'a pas encore été actualisé par la République française, la fraternité, c'est-à-dire le fédéralisme. Le fédéralisme étant la fraternité par l'union des contraires, qu'ils viennent de gauche ou de droite ou de peuples différents, de langues différentes, qui doivent évidemment bien exister pour se faire et non pas être lessivés, uniformisés et détruits par un métissage systématique après un lavage de cerveau. L'intox de la dictature des médias officiels de la République centraliste qui a oublié l'angle de la tête de la fraternité, du triangle de sa trilogie, pour se confiner dans sa religion manichéenne du tout l'un ou tout l'autre, droite, gauche, liberté, égalité, parodie du bien et du mal de la religion monothéiste centraliste, opposée à l'un et l'autre de la fraternité grâce à la mentalité polythéiste du fédéralisme. C'est pourquoi nous avons pu être témoins à partir de 1968 aux invectives entre libéralisme et gauchisme produits en France par liberté, égalité, facho pour les uns, bolcho pour les autres. Le maître Ropard Zémond fut traité de salaud et de con, bien évidemment par Michel Lebris, pour qui autrefois tout ce qui n'était pas bolcho, Mao était facho. Ce qui n'a pas empêché, comme j'ai pu le constater, la grande majorité des anciens du gauchisme de trahir leur religion pour passer à celle du libéralisme. Ils sont alors devenus des individualistes forcenés, refusant même de revoir leurs anciens camarades par honte et par orgueil. Je l'ai très souvent constaté. On retrouve généralement dans le comportement du colonisé complexé, non pas ce qui se rapporte aux politiques, mais aux psychiatriques.
Le phénomène, le processus d'identification au colonisateur à l'agresseur, en se reniant soi-même, est appelé depuis 1973 le syndrome de Stockholm. Le dominé cherche à s'identifier au dominant pour quitter sa situation de soumis humilié et devenir ainsi quelquefois une élite littéraire dans le système dominant, comme ce fut le cas pour Michel Lebris dans le jacobinisme, qui ne put évidemment pas supporter l'évocation du maître Ropard-Zémond, qui lui fut toujours un grand résistant fédéraliste par son œuvre de dissident, au service de la renaissance bretonne, celtique et de tous les petits peuples d'Europe refusant l'humiliation imposée par les grands États impérialistes, qu'il cherchait à unir aussi par l'enseignement de l'espéranto dans les années 1930. Michel Lebris était très gêné, évidemment, lorsque je lui ai rappelé cela au mois d'avril 2018. Nous avons alors surtout parlé de son œuvre littéraire et de son très bon travail à Saint-Malo sur l'histoire des flibustiers. Il nous laisse une œuvre littéraire abondante qui a commencé par L'homme aux semelles de vent, mais aussi ce qui est intéressant pour le fédéralisme, son livre sur l'Occitanie, Nous voulons vivre en Occitanie, et aussi Les fous du Larzac, ce livre qui nous parlait de la France sauvage. La ville 10, dans la rumeur des vagues, qui nous démontre combien il était torturé, désarticulé entre son amour de la Bretagne, comme beaucoup de nos compatriotes, et sa soumission à l'ordre jacobin. Nous avons aussi la preuve de cela dans Le Paradis perdu et Le Journal du romantisme, ces livres du début des années 1980. Il a dû lui être extrêmement difficile de vivre les contradictions internes qui l'ont poussé à publier des livres sur le monde celtique, comme Dublin en 1985, Bretagne entre vents et amers en 1996, Écosse, Highlands et Islands, où il commente des photos superbes du monde celtique, Bretagne du monde entier en 2001, son dictionnaire amoureux des explorateurs en 2010, l'Europe des Vikings en 2004, les fées, elfes, dragons et autres créatures des mondes de féerie en 2002, pirates et flibustiers des Caraïbes en 2001, etc., etc. Le cas du personnage Michel Lebris est particulièrement intéressant pour illustrer l'état historique très paradoxal dans lequel se retrouve le peuple breton depuis 2 siècles, divisé, tiraillé, désarticulé entre 2 civilisations. La civilisation française très bien représentée par le talent de Michel Lebris, qui insulta Ropard-Zémond, qui était l'expression d'un talent de la civilisation brésonne nouvelle. Les Bretons ne se retrouvent-ils pas dans un état de schizophrénie en permanence au fil des générations, à cause de cette situation politique qui les a mis en dehors de l'histoire? Cette même situation dans laquelle se retrouvent progressivement tous les Français par rapport à New York et aux USA en général, puisque nous assistons à la négation de leur identité, qu'elle soit spirituelle, linguistique et même sexuelle maintenant, avec la théorie du genre, ou religieuse, avec le phénomène des conversions à d'autres religions que celles de leur naissance. Il y a un niveau supérieur de conscience à atteindre par la philosophie, au-dessus des divisions ethniques et religieuses. C'est l'état de conscience de la fraternité par le fédéralisme et la renaissance de toutes les cultures qui transforment les animaux naturels en animaux culturels, c'est-à-dire en humains enracinés dans leur diversité fédérée, au service de la qualité et non plus de la quantité, dans la civilisation marchande de masse qui détruit l'humanité et tout le monde vivant, avec la folie qui finit par dominer tous les peuples atomisés.
désintégré sur une planète dirigée par les banquiers. Le cas de Michel Lebris insultant Ropar-Zemmour fut très clairement l'illustration du choix entre la renaissance de Braise par Ropar-Zemmour refusant l'humiliation et la décadence, c'est-à-dire le choix entre le patriotisme et la soumission qui fut celle de Michel Lebris dans sa collaboration avec le mondialisme fondé sur l'individualisme contre tous les communautarismes et les cultures des peuples. Le résultat objectif est là devant nos yeux, lorsque nous assistons à la folie collective des déracinés, dans des discours contradictoires extrêmement dangereux où on peut tout dire et son contraire, pour vivre dans une perversion sans identité, culturelle, ethnique ou sexuelle, avec des gens déséquilibrés, repliés sur eux-mêmes dans un égoïsme forcené, à la limite de l'autisme. Ils vivent perturbés, repliés sur eux-mêmes, faisant passer leur identité individuelle avant celle de leur communauté. Ils croient sincèrement qu'ils sont libres alors que le peuple dont ils font partie ne l'est pas. Sur la planète du libéralisme, dans le fédéralisme, le bien commun, l'intérêt de la communauté passe avant celui de l'individu. Dans le groupe, le peuple qui le rend humain, l'individu ressemble à et se distingue de. Il ne peut pas être isolé devant un ordinateur faisant du télétravail chez lui à domicile, en subissant une propagande permanente à double sens, où il doit respecter la vie, la diversité, l'écologie, les animaux, tout en étant pour la destruction de la famille, pour l'avortement, l'uniformité par métissage, l'invitation au sexe par la mini-jupe, tout en condamnant le harcèlement sexuel, de la drague devenue une agression, etc., etc. Le slogan « Sans patrie ni frontières » du gaucho-marxisme de Michel Lebris des années 1970 est devenu celui du libéralisme de George Soros et de Rothschild aujourd'hui, qui organise une société du marché de malades mentaux profonds qui doivent vivre en permanence entre la tentation et la répression. Ce paquebot commence à faire naufrage. Nous devons préparer les canaux de sauvetage, c'est-à-dire que nous devons construire en marge de cette société d'individus malades mentaux, la société de communauté qui pourra progressivement plus tard la remplacer. C'était l'idéal de Ropar-Zemmour et de tous les militants bretons depuis le XIXe siècle, en réaction contre l'occupant jacobin, dont la révolution pour une république universelle est à l'origine du monde occidental actuel.